On est parti. Bonjour Charlotte, comment vas-tu ? Bonjour, super. Enfin, mieux, je me remets. Tu te remets ? J'étais un peu malade pendant les fêtes, mais bon, comme tout le monde, j'ai l'impression, mais ça va mieux. En pleine forme pour... Contente d'être là, ouais. Cool, écoute, ravi de te retrouver pour ton sujet de prédilection. Ouais, exactement. Je te propose en fait de commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Et surtout, moi, l'élément de ton parcours qui m'intéresse, c'est comment tu arrives dans la marmite de la data gouvernance, le sujet le plus sexy en soi, qui est le plus fun du monde. Ouais. Du coup, effectivement, pour commencer par me présenter, donc je suis Charlotte. Aujourd'hui, je suis experte freelance sur les sujets data and AI governance. Et en fait, avant, j'ai un parcours. J'ai commencé dans le conseil. Je faisais de la supply chain management au début, et en fait, je me suis rapprochée des sujets data au travers du sujet sur du forecast de vente. Et petit à petit, à me poser des questions sur comment améliorer un forecast. On se rend compte que si on n'a pas les bonnes données, etc., ça peut pas marcher. Et puis c'est venu petit à petit. Et après, en fait, j'ai fait un passage aussi chez Quantmetry, donc un cabinet expert sur des sujets aussi data IA. Et chez eux, j'étais dans la practice data stratégie. Et en fait, à l'époque, les CDO que j'accompagnais commençaient un peu à se poser des questions sur de la gouvernance, parce que on était en train de se casser les dents sur des sujets data science, à pas avoir les bonnes données, pas de bonne qualité, etc. Et du coup, c'est venu comme ça, en fait, on a eu de plus en plus de questionnements de la part des clients qui sont venus sur ces sujets. Et naturellement, c'était des sujets que je trouvais intéressants. Et donc, j'ai commencé à creuser et à me rendre compte que c'était un vaste océan. Ouais. Et que c'était un sujet à tiroir, en fait, aussi, parce qu'il y a plein de dimensions et de sous-dimensions qu'on n'imagine pas forcément au début. Ok. Donc, en fait, ça démarre par plutôt des sujets d'IA. On se rend compte qu'en fait, la base n'est pas solide. Donc, ouais. On se concentre après sur des sujets de gouvernance. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est assez fréquent et que les entreprises procèdent dans ce sens-là. Et ensuite, d'arriver justement à la gouvernance. Et en plus, ça donne envie, parce qu'on se dit, mince, si on veut réussir à faire tel projet un peu sexy d'IA, il faut d'abord qu'on ait des bonnes fondations. Et ça donne une raison d'être à cette partie data gouvernance. Ok. Comme ça, c'est une manière plus positive de le tourner. Ouais. Plutôt que je vous rajoute des contraintes, je vais plutôt vous aider à avoir de l'impact. À atteindre des projets qui ont de l'impact, etc. Donc, j'aime bien l'image, tu sais, le même avec la piscine, et au fond de l'eau, il y a le squelette. Oui. Je trouve que le squelette, c'est un peu les trucs de data gouvernance qu'on a laissé de côté. Et en haut, dans la piscine, il y a Gen AI et tout ça. Voilà. Je visualise très bien. Et du coup, je te propose un petit exercice difficile. Définis-moi la data gouvernance en moins de 2 minutes. Le challenge. Alors, pour répondre, je pense que je vais prendre l'analogie que j'aime bien, qui est l'analogie de la maison. Donc, on va dire, demain, tu hérites ou tu as une maison, mais tu dois la rénover pour la valoriser, la remettre en vente ou pour l'habiter, par exemple. Pour faire ça, tu vas commencer par lister tous les objets qu'il y a dans ta maison, tous les items. Il y a, je sais pas, une lampe bleue, 4 fourchettes, un meuble, etc. Donc ça, c'est la partie de discovery. Un peu plus, j'espère. Oui. Donc ça, c'est ce que j'appelle les discovery. Après, tu vas classer tes items. Tu vas te dire, OK, il y a des items qui rentrent dans la catégorie vaisselle. Il y en a qui rentrent dans la catégorie meubles de salon, par exemple. Et donc ça, c'est la classification. Après, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de donner? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Qu'est-ce que je veux garder? Donc là, tu vas définir des policies. Et le dernier, tu vas repackager les items pour les remettre aux bons endroits, etc., les labelliser. Donc ça, c'est la partie metadata. Okay. Et après, tu peux continuer l'analogie très loin, en fait. C'est ça qui est bien, je trouve. Tu peux continuer loin en te disant, OK, et il y a des items que je veux m'assurer qu'ils fonctionnent.
par exemple, je sais pas, des robots de cuisine ou des choses comme ça, tu veux vérifier qu'ils fonctionnent pour que t'assurer qu'ils soient de bonne qualité. Donc, c'est la partie quality. Enfin, voilà. En gros, tu peux aller très loin dans cette analogie. Et j'aime bien l'utiliser justement pour expliquer à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est la data governance. Super. Tu t'en sers souvent, ça? Ouais, ça. Noël. Oui, oui, c'est ça. C'est l'explication à la grand-mère, tu vois. Mais ouais, j'aime bien. Et je trouve qu'on peut vraiment l'étendre un peu à l'infini, quoi. Ouais, clairement. Hyper intéressant, merci. Alors, ce sujet, donc, il se structure depuis un certain temps maintenant. On en parle de plus en plus. Il existe maintenant des standards, des frameworks où c'est vraiment la clé de voûte de tout, même si bien sûr tout peut se réadapter. Mais est-ce qu'il y a des livres, des standards, des frameworks qui sont vraiment les go-to lorsqu'on démarre sur le sujet avant d'aller plus loin? Il y a un go-to qui est en plus reconnu, où on peut être certifié, c'est le DAMA. En fait, c'est le body, le DAMA, DMBOK, Data Management Body of Knowledge, qui est une espèce de bible énorme sur le data management et la data gouvernance, les bonnes pratiques. Ça traite beaucoup de dimensions, donc c'est assez conséquent. Je crois que le global, il doit faire 500 pages. Donc, après, on peut trouver des versions un peu plus allégées pour commencer. Mais bon, après, c'est top parce que ça donne des bases très solides sur lesquelles s'appuyer et pas hésiter, en fait, à y revenir dans le temps, à se repencher dessus de temps en temps. Donc, bon, celui-là, c'est un incontournable, je dirais. Et après, sinon, en ressources un peu plus, on va dire, au quotidien, enfin moi que j'utilise, il y a des blogs qui sont top. J'aime bien les vidéos de Nicolas Ashcam qui s'appelle Ask the Data Governance Coach. Okay. En fait, c'est des petites vidéos de 5 minutes où elle répond à des questions hyper précises qui lui sont posées sur la data gouv. Donc, par exemple, pourquoi je dois mettre en place de la data gouvernance? Quels sont les premiers rôles que je dois mettre en place? Enfin, elle reçoit plein de questions comme ça et elle fait des petits clips de 5 minutes où elle répond. Ça, c'est top, hyper actionnable. Puis voilà, après, il y a toujours plein de frameworks. On va dire les gros. McKinsey, ils ont fait un framework. Il y a le Data Governance Institute aussi qui a posé, qui est assez reconnu aussi, qui a posé un framework. Bon, faut aller regarder, mais je pense que ça sert à rien non plus de se perdre dans trop de choses. Je resterai sur les basiques et après, au quotidien, consommer quelques ressources qui sont intéressantes, ouais. Tes posts LinkedIn, par exemple. Voilà, et mes posts, oui. Et alors justement, pour pas rester que dans la théorie, si je me mets dans l'action, je prends un rôle de leadership sur la data gouvernance. Je suis en charge de mettre ça en place dans mon entreprise ou de la mettre, de l'updater ou de la scaler. Par quoi je commence? C'est quoi un peu d'habitude ce que tu conseilles dans tes accompagnements, le process un peu step by step pour démarrer un chantier de data gouvernance quel qu'il soit? Ouais, bah ça, oui, c'est assez fréquent. Par où commencer quand on vient d'arriver dans ce rôle-là? Bon, évidemment, il faut prendre connaissance de l'existant. Là, je réinvente rien, mais en fait, en data gouvernance, je pense que ce qui est clé au début, c'est aussi de bien comprendre la stratégie de l'entreprise. Pour derrière décliner en fait une stratégie de data gouvernance qui va servir les objectifs business de l'entreprise. Et tant qu'on n'arrive pas en fait clairement à avoir ce lien, moi je fais toujours la petite pyramide, c'est difficile derrière d'être impliqué dans les projets et d'être on va dire considéré comme une priorité tant qu'on s'aligne pas avec la stratégie d'entreprise. Okay. Donc ça c'est les premiers trucs. Sinon t'es vu comme un truc en plus que tu rajoutes à la pile déjà bien chargée des gens et c'est pas stratégique, prioritaire, etc. Ouais. Okay. Donc du coup ça c'est les premières étapes, c'est faire un peu les interviews pour et bien comprendre l'existant et la stratégie de l'entreprise pour pouvoir s'aligner avec. Et après dans la compréhension de l'existant, c'est bien de faire un assessment de tout ce qui existe dans l'entreprise, comment la donnée est utilisée, comment elle est gérée, quels sont les outils, quels sont les process, quels sont les rôles et comprendre un peu tout ce qui va être très informel
Parce que quand on dit process, honnêtement, c'est hyper rare de trouver une entreprise qui a déjà documenté proprement tous ses process, qui soit mis à jour, etc. C'est très rare. Quel que soit le sujet. Mais en général, ça marche. Les gens sont en capacité, en fait, de manière un petit peu organique, de s'organiser pour trouver des solutions quand ils ont des problèmes de data quality, par exemple. Donc, c'est la preuve qu'il y a des choses, mais il faut les identifier, les cerner. Et ça prend du temps parce que c'est très informel. Donc, en fait, assez rapidement aussi dans les premières étapes, je conseille de trouver en fait un petit projet qui va être un quick win, on peut appeler ça comme ça, mais qui va quand même avoir un certain impact parce qu'en fait rapidement ça permet d'être dans l'action, de se poser des questions concrètes et d'arriver déjà avec un petit sujet qui va commencer à impliquer quelques personnes et de se rendre compte de comment les gens travaillent. En fait. Et je trouve que c'est plus efficace que de rester dans du sliding, dans de la théorie, quoi. Oui, et ou leur faire une transformation un peu Big Bang d'un seul coup. Ou alors, oui, ça aussi, je recommande. En fait, faut donner envie, donner la confiance, de montrer que ça marche, de prendre une équipe pilote, faire un appartement témoin pour reprendre l'analogie exactement. Oui, ou prendre une pièce, on prend une pièce et on se pose les questions et on commence à impliquer quelques personnes, mais vraiment y aller petit à petit. Ouais. C'est quoi en général la thématique où il y a les plus gros pain points quand tu fais des assessments comme ça? C'est la data quality, c'est... Ouais, ce qui ressort beaucoup, c'est ce côté effectivement très informel des choses, que ce soit pour de la quality, pour de la collecte de données. En fait, il y a... il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a le niveau management. Eux, ils ont des pain points et des craintes qui sont beaucoup liées au transfert de connaissances. Parce qu'en fait, si tout est informel, si rien n'est documenté, s'il n'y a pas de policies, etc., la crainte, c'est que derrière, quand on a des gens de l'équipe qui partent, ça va être dangereux. Et il y a aussi les risques. Pour le management, ça va être l'évaluation des risques, les mises en conformité à venir. On pourra parler après des réglementations. Donc, ça va être ces craintes-là et ces pain points-là. Pour des opérationnels, c'est vraiment, là, c'est plus de dire, tous les jours, je reçois des fichiers et ils sont jamais au bon format. Et du coup, je perds un temps fou à les remettre en forme, à les enrichir, etc. C'est plus ces pain points-là. Donc, je pense qu'il y a un peu... de grandes typologies. Et après, au niveau de les fonctions de l'entreprise, ce que je vois pas mal, c'est souvent des équipes finance qui ont beaucoup de sujets de pain point data, parce qu'en fait, de par leur métier, ils vont manipuler énormément de données, d'informations, de fichiers. Et la précision est assez clé. Voilà, c'est ça. Et quand on est à se battre parce qu'en fait, on n'est même pas d'accord sur quel est le chiffre d'affaires du mois dernier, c'est un peu un problème. Okay. Je trouve qu'il y a toujours deux choses qui sont un petit peu confondues. C'est data management, data gouvernance. On met un petit peu dans le même panier, peut-être par méconnaissance. Est-ce qu'il y a une séparation claire des choses qui sont vraiment distinctes? Alors la séparation, en fait, il y a souvent dans les entreprises des équipes ou des gens qui sont, on va dire, qui ont des titres data management, et ils sont souvent côté IT. Parce qu'en fait, historiquement, la partie data management, c'est un peu la gestion du cycle de vie des informations dans l'entreprise et des informations et des référentiels. Donc, il y a aussi tout ce qui est master data management. Donc, la partie référentielle et la partie cycle de vie, comment je gère la donnée de bout en bout, mais aussi comment je l'archive, est-ce que je dois avoir des niveaux de sécurité, la protéger, etc. Et faire en tout cas ces actions sur les assets physiques, ça je dirais que c'est la partie data management. Alors que la partie data gouvernance, elle est plus là pour donner aussi un peu cette hauteur et ce framework et les policies, les procédures, les process, les rôles qui vont venir encadrer en fait l'usage de la donnée dans l'entreprise. Donc c'est un peu ça la distinction que je fais. Mais après, de toute façon, ensuite, les policies, pour les mettre en œuvre dans les systèmes, on a besoin des personnes, des équipes plutôt data management pour le coup. Okay. Mais bon, après, c'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y a pas d'équipe data management et il y a juste une équipe data gouvernance. Ça existe aussi. Oui, bien sûr.
Et justement, du coup, en parlant des équipes, voire même des rôles, quand on commence à structurer plus sérieusement une démarche de data governance, il y a certains rôles qui sont assez clés. On parle de data owner, data steward, data manager, un lead de data governance. Tu as des recommandations sur je devrais démarrer par quoi, quel rôle devrait être créé? Et la deuxième question qui sous-tend, c'est est-ce que c'est des personnes à recruter ou est-ce que c'est des personnes qui font partie de l'entreprise qui ont une casquette supplémentaire? Oui, c'est vrai qu'il y a souvent cette question-là. Je pense que le Head of Data Governance, il peut être recruté dans un premier temps pour les étapes dont on parlait tout à l'heure, structurer un peu la vision, qu'elle soit alignée avec la stratégie, faire l'assessment, définir la roadmap et les premiers chantiers. Je pense que ça peut... de toute façon, c'est au head-off de porter ça, et ça peut être fait par quelqu'un qui peut être recruté et qui vient faire ça dans un premier temps. Après, par contre, pour ce qui est de son équipe et donc ensuite des rôles qui vont être définis, moi je dis toujours que je comprends pas en fait les entreprises qui vont recruter des data stewards. Je comprends pas cette stratégie. Pour moi, elle ne fait pas sens parce qu'en fait, les data stewards, c'est un rôle qui doit faire partie des équipes business. Et ces gens-là, ils existent déjà dans l'entreprise. Et les recruter, ça veut dire reperdre du temps derrière pour les former, qui comprennent les process business, etc. Alors qu'en fait, des gens qui sont un peu experts de certaines données business, ils sont dans les équipes business. Ils passent déjà une partie de leur journée en fait à comprendre la donnée, à la remettre en forme et ensuite à l'utiliser à des fins business. Donc, je pense que c'est plutôt valoriser ces profils-là qui existent déjà. Donc moi, je pense que ça passe plutôt par ces premiers rôles-là. C'est déjà très bien. Et après, le Head of Data Governance, dans son équipe, on peut imaginer un premier rôle de Data Manager, par exemple un peu en centrale, qui va faire une déclinaison un petit peu plus opérationnelle de ce que le Head of va définir. Donc commencer à écrire un petit peu les policies, les premiers rôles justement, par exemple de Data Steward, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise, quel domaine je dois prioriser, enfin vraiment venir opérationnaliser. Ça peut être un Data Manager par exemple avec le Head of Data Governance qui peut le faire, quoi. Ok. Ouais. Et de toute façon, si tu recrutes un data steward, tu vas devoir aller parler aux personnes sachantes sur le sujet. Donc, en fait, oui, on remet un intermédiaire que personnellement, je trouve pas nécessaire. En tout cas, quand on est, comme tu disais, sur vraiment les premiers mois et les premiers rôles, quoi. Ah, ok. J'aurais fait une petite parenthèse data mesh, le buzzword. Non, en fait, un des piliers, c'est la gouvernance fédérée computationnelle. Il y a des parallèles que tu fais entre, on va dire, la data gouvernance classique, quel que soit le mode organisationnel, et cette terminologie, ce pilier d'un data mesh. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est complètement différent? Ouais, non, c'est compatible. Après, je pense que une des philosophies du data mesh, c'est la partie fédérée et organisationnelle. Et du coup, faire une data gouvernance dans un contexte data mesh, ça veut dire qu'en tout cas, ce modèle organisationnel, il a déjà été posé. Et ça veut dire que la gouvernance, elle va plutôt être sur un mode fédéré. Donc, on aurait potentiellement une petite équipe en centrale qui va définir quand même des standards, des procédures qui vont être communs aux différents domaines. Et ça, en tout cas, ça veut dire définir ça. Et après, le mot justement qui est rajouté, computational governance, je pense que ça paraît hyper complexe. Moi, je simplifie en fait. Pour moi, une gouvernance, computationnelle, ça veut juste dire automatiser une partie des processus de data gouvernance. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire faire en sorte que certaines policies soient automatisées dans l'organisation. Donc, par exemple, je sais pas, si on gère les accès au système, ça veut dire automatiser ça. Donc, automatiquement, que chacun, nouvel arrivant dans l'entreprise, on classifie à quel type de données il a accès et on automatise le fait qu'il demande des accès à des systèmes. Mais c'est simple.
c'est ça, en fait. C'est l'enforcement des règles de gouvernance dans les systèmes. Donc, ça revient juste à automatiser des choses qui peuvent être faites manuellement. Enfin, moi, c'est ma compréhension. Et je pense que ça sert à rien de vouloir complexifier plus ce truc-là. Mais bon. C'est rajouter des petits mots supplémentaires. Ouais, non, c'est ça. C'est un sujet qui est globalement figé, la data gouvernance, où il y a des tendances 2024 à venir que tu vois, que tu portes. Ouais, oui, bah je pense que non, c'est pas figé, ça continue d'évoluer. Bah justement, que ce soit ce qu'on disait sur les modèles organisationnels qui évoluent, avec une tendance quand même à la décentralisation. Donc, une tendance ensuite pour les équipes data gouvernance d'être capable de suivre ça et de se décentraliser de plus en plus. Et c'est ce que je disais aussi sur les rôles qui doivent en fait être déjà identifiés dans ces équipes business de manière décentralisée pour aussi favoriser la diffusion de la culture data. C'est aussi comme ça qu'on l'infuse, je pense. Du coup, je pense qu'il y a cette tendance évidemment, mais pas que. Il y a des outils, pas mal d'outils qui arrivent aussi sur le marché, sur tout ce qui est discoverability, observabilité de la donnée. On voit beaucoup ces tendances-là. Utiliser l'IA pour des petits chantiers de data gouvernance. Je pense que ça vient aussi de plus en plus sur le devant de la scène. Pour automatiser les choses, tu veux dire Okay. Par exemple, ce que je disais sur l'histoire de classifier ces items, cette classification, on peut très bien l'automatiser. On peut faire apprendre à un algorithme quelle est par exemple la hiérarchie produit de l'entreprise, et ensuite, quand on crée des nouveaux produits, automatiquement que ça les classifie correctement. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, même nettoyer de la donnée, faire des formatages qu'on fait tout le temps, on peut très bien les automatiser en fait. Il y a quand même une tendance à plus d'automatisation, plus d'outillage qui permet d'accélérer ou d'amplifier son data gouvernance fonctionnelle, quoi. Ouais. Donc je pense que oui, cette partie automatisation de la gouvernance, et après peut-être une autre tendance que je commençais un peu à... Après, elle est peut-être plus dans ma tête parce que je l'ai pas vraiment vue, mais que je pressens. Je pense qu'il va y avoir aussi des sujets sur un peu des partenariats pour avoir des plus gros jeux de données d'entraînement. Parce que la tendance LLM, etc., fait que l'entreprise a besoin de jeux d'entraînement assez conséquents pour entraîner tous ces modèles-là et qu'ils aient une véritable finalité. Et du coup, je pense qu'on va avoir un peu cette envie des entreprises d'accroître la donnée disponible qu'ils ont pour entraîner leurs algorithmes. Au-delà de son patrimoine actuel. Voilà, oui. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un sujet sur comment je fais des data partnerships avec, par exemple, des gens qui ont des grosses librairies textuelles et autres. Ça pourrait être un sujet. Mais je n'ai pas beaucoup vu encore, mais c'est plus une prédiction. Ouais. C'est bien, la boule de cristal. Ouais. Je prends une question du chat. C'est quoi dans tes expériences, les programmes que tu as mis en place, les plus gros freins que tu as rencontrés et comment tu les as contournés? Est-ce qu'ils sont humains, techniques? C'est quoi les plus gros freins? Oui, pour la data gouvernance, c'est clairement des freins humains. Parce qu'en fait, mettre en place des outils, on sait le faire à peu près. Et c'est plus, une fois que l'outil il est là, comment on va l'utiliser, qui va l'utiliser, avec quel process. C'est toujours ces obstacles très humains, effectivement, que j'ai vus. Il y a toujours des problématiques de résistance au changement. Comment j'embarque une nouvelle équipe. Par exemple, comment j'embarque un data, comment identifier des data stewards dans des équipes business qui sont déjà sous l'eau. Ouais. C'est souvent. Il faut trouver des arguments. Donc c'est beaucoup plus des freins de ce type-là.
Et après, comment les surmonter? Ben, du coup, qui dit problème humain dit réponse humaine. Et en fait, c'est beaucoup des exercices de conviction, de compréhension. Moi, je fais beaucoup d'interviews pour comprendre un peu les data tasks des gens. Ouais. Que font-ils quotidiennement? Combien de temps passent-ils tout simplement à extraire des fichiers, les agréger, corriger de la donnée, les réuploader dans des systèmes? Vraiment quantifier en fait ça fait prendre du recul et derrière parfois c'est au final assez facile aussi de convaincre et en fait les équipes business parfois elles-mêmes elles en ont juste marre en fait de passer leur temps à faire du cleaning de data alors que à la base elles étaient venues dans l'entreprise pour j'en sais rien faire des campagnes marketing hyper intéressantes pour leurs consommateurs quoi. Ouais, donc c'est passer un maximum de temps auprès de ces personnes pour comprendre leur quotidien et au final créer ce lien d'empathie, de confiance et qu'ils voient l'intérêt c'est peut-être une petite tâche supplémentaire aujourd'hui mais qui va demain t'amplifier ton impact sur les autres sujets. Exactement. Et je pense aussi que ça permet que eux identifient l'équipe data governance comme une équipe utile qui est présente dans leur quotidien, qui peut les aider en fait automatiser rapidement quelques petites tâches et venir les soulager. Voilà, je pense que ça passe par là en fait et il faut vraiment être présent. Et après c'est sûr que les entreprises par exemple qui sont passées en full télétravail, c'est plus difficile en fait d'avoir cette présence et cette proximité. Donc moi je sais que j'essaye vraiment de passer la moitié de ma semaine en physique et d'être présent et de faire des interviews mais des moments où on se parle en vrai quoi. Tu prends beaucoup de café? Oui, aussi. Je te propose de passer à un autre volet qui est plutôt orienté IA. T'es pas sans savoir qu'il y a plein de choses qui se passent même d'un point de vue régulation autour de l'IA et donc il y a un sujet de gouvernance au-delà de la data gouvernance, de AI gouvernance finalement, c'est peut-être un petit peu les sujets d'autres sujets de demain qu'il va falloir traiter. Exercice difficile, est-ce que tu peux me résumer ce texte de loi en cours d'adoption sur l'AI Act? Voilà, le simplifier, c'était une autre analogie immobilière, je crois. Ouais, il va falloir trouver d'autres analogies. Si on prend l'analogie de la maison, je sais pas, on voit plein de trucs, des aspirateurs intelligents qui vont aspirer tout seul ton salon, des choses comme ça. En fait, par exemple, t'as envie de garder la main, en fait, de pouvoir gouverner d'une certaine manière les algorithmes qui sont chez toi. T'as envie de comprendre pourquoi on t'a recommandé de regarder tel film ou telle série. Je pense que c'est ça le point, et t'as pas envie de subir je sais pas, des robots autour de toi dans ta maison ou de subir que toute la journée on te recommande de regarder tel truc en permanence. Je pense que le point, c'est un peu comme qu'on avait vu avec le RGPD, on a un peu envie de reprendre la main sur les algorithmes qui nous entourent dans notre quotidien. Okay. Et s'assurer qu'ils vont être là dans une démarche d'utilité, éthique, responsable, et pas venir nous pourrir la vie. Et du coup, je pense que l'AI Act, c'est ça son but, c'est de venir réguler les algorithmes qui nous entourent et qui sont en fait mis à disposition par des entreprises. Et de s'assurer qu'on va pas en fait avoir des dérives qui pourraient vite arriver si on peut imaginer des algorithmes malveillants ou qui vont être là juste pour faire des arnaques ou je ne sais quoi. Donc, en résumé, pour moi, c'est ça. Et après, ça passe par des propositions dans l'AI Act sur déjà une classification des niveaux de risque, parce que tous les systèmes qui utilisent de l'IA ne se valent pas et n'ont pas le même niveau de risque. Donc ça, c'est un peu... Et c'est comment ces classifications? Ouais, c'est il y a quatre niveaux de risque qu'ils ont proposés. Donc ceux qui sont vraiment complètement, les systèmes qui sont complètement interdits sur le territoire de l'UE, les systèmes qui sont high risk,
les systèmes qui sont... Alors attends, il faut que je regarde mon téléphone parce que je connais pas par cœur, mais enfin ceux qui sont, on va dire, middle et ceux qui sont acceptables. Quoi. Enfin, mais c'est quoi les critères principaux qui permettent de... C'est à nous, en tant qu'entreprise, de savoir où est-ce qu'on se situe ou c'est une audit externe? Eux, il y a effectivement un tableau, enfin tu peux retrouver un peu un détail des types de systèmes et là où il se situe. Mais après, je pense qu'une des premières choses à faire justement pour une entreprise, c'est d'avoir déjà cette vision sur quels sont les algorithmes dans mon entreprise. Enfin ceux que je mets à disposition de mes clients, avoir vraiment un listing complet et ensuite de se poser la question dans quelle catégorie se situe chacun de ces algorithmes. Parce que même si l'AI Act n'est pas encore validé et en application, je pense honnêtement que cette façon de voir les choses avec des niveaux de risque, ils vont pas revenir dessus. On sait que ça va être de cette façon-là, que ça va être validé à peu près. Le framework, en tout cas, de risk assessment, il va rester. Donc, je pense qu'à minima, des actions qui sont faisables maintenant par les entreprises, c'est la liste des algorithmes existants et leur niveau de risque correspondant. Au moins, avoir fait ça, c'est déjà bien pour déjà se dire, OK, ceux qui sont en high risk, je sais que je vais avoir ensuite des actions à prendre. Et je les ai bien déjà identifiées, quoi. Et c'est le job des équipes data science IA de faire ça, ou c'est au sein de... C'est un prolongement d'un pôle data gouvernance? Comment ça devrait s'organiser, cette gestion des risques, ce listing? C'est une bonne question. Je pense que les équipes data science, de toute façon, elles vont être impliqués au moins dans la phase d'assessment parce que c'est eux qui ont le plus la main et la visibilité sur ce que fait l'algo, comment il est utilisé, quelles sont les données d'entraînement, etc. Donc c'est sûr. Après, qui doit être un peu garant, est-ce qu'il va pas y avoir en fait un nouveau rôle? Tu vois, avec le RGPD, il y avait le DPO. Et là, je lisais ce matin, c'est un post LinkedIn que je trouvais pas mal, de quelqu'un qui disait, est-ce qu'il faut pas qu'il y ait un AI Compliance Officer? En fait, pourquoi pas? Et peut-être que ça viendra aussi avec le texte. La notion de DPO et l'obligation d'avoir un DPO, elle était venue dans le texte du RGPD. Peut-être que ça viendra là avec le texte aussi, avec les AI Act, ils vont peut-être le rajouter. En tout cas, si c'est pas ajouté, je pense que c'est une notion intéressante pour les entreprises que d'avoir un peu un garant. Après, ça pourrait être porté par le Chief Data Officer, par exemple, ou par le Head of Data Governance qui en fait englobe aussi cette gouvernance de l'IA. Je pense que c'est possible, mais on est aux prémices, donc j'attends vraiment de voir effectivement comment les entreprises vont réagir et quel rôle elles vont imaginer. Ouais, surtout pour les entreprises qui ont des algos qui impactent des utilisateurs externes directement et à forte affluence, quoi. Oui. Oui, il faut. Enfin, en fait, c'est un peu la question de qui on va tenir responsable. S'il y a un problème, un algorithme qui est mal utilisé, etc., il faut qu'on ait cette responsabilité, en fait. Donc, et comment je réagis si c'est le cas? Comment je unplug mon algo? Oui, c'est ça. Oui, alerte rouge. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout débrancher. Donc, peut-être le AI Compliance Officer. Je pense que c'est une bonne piste. Nouveau rôle à créer. Je prends une question du chat, je ne sais pas si c'est IA, mais on suit une petite parenthèse. Un mot sur le couple data product, data contract et comment les outils de data gouvernance vont pouvoir englober ces concepts. Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie computationnelle, automatisation. Je pense que le data contract permet effectivement d'automatiser une partie de la data gouvernance dans un contexte effectivement avec des data products. Donc on est déjà bien mature franchement quand on en est là. Et le data contract permet effectivement d'automatiser cette relation entre ceux qui créent le data product et ceux qui le consomment, qui viennent le consommer au quotidien. Mais en fait, oui, c'est des règles qu'on va poser, que en tout cas l'utilisateur final va venir définir
quel est le niveau de qualité des données dont j'ai besoin, c'est quoi le SLA dont j'ai besoin sur la consommation du data product, est-ce que ce dashboard, si c'est un dashboard, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous les jours, quel est le refresh des données dont j'ai besoin, etc. Qui va accéder aussi. Donc toutes ces règles, en fait, ça permet de les contenir dans un data contract et d'automatiser ces règles-là pour en fait aussi avoir des alertes en amont avant que ça arrive chez le consommateur final. On dit ok, là si je sais pas s'il y a eu un refresh et qu'on voit qu'on n'a pas passé les bons seuils de qualité, on a une alerte. Et au moins, ça permet de décaler et pas que tout arrive dans les mains du consommateur final dans un état pas correct, quoi. Ils perdent la confiance, ils perdent... Oui. Donc après, oui, je pense que effectivement, c'est aussi à l'équipe data gouvernance, en fait, de venir proposer, en tout cas, ou d'aider dans la mise en place des data contracts. Si c'était ça le... Et... Au final, il y a beaucoup de nouveaux mots, mais on applique beaucoup de bonnes pratiques du software, du produit classique à la data. Complètement. Parce que moi, l'autre jour, je disais à quelqu'un, mais en fait, un data contract, c'est juste un contrat d'interface. Et des contrats d'interface, on en fait depuis 40 ans, quoi. Donc, il y a des spécificités à la data qu'il faut incorporer, mais on est sur des logiques qui existent déjà depuis des années. Oui, je suis convaincue. En fait, je pense que je vais pas le dire. Je pense qu'il y a des équipes data en fait qui sont un peu en train de découvrir le métier de l'IT parfois et qui du coup posent un peu des concepts ou redonnent des nouveaux noms à des choses qui existaient déjà, en rajoutant devant le mot data parce que effectivement peut-être, je dis pas, il y a des enjeux, des contraintes avec la notion de data qui vont être un peu différentes parfois de ce qu'on faisait avant, mais en fait bien souvent il y a quand même des choses qu'on faisait déjà et on invente un nouveau mot. Moi je pense qu'un data contract c'était un contrat d'interface en fait depuis le début, mais bon. Si ça permet au moins d'avancer sur le sujet. Oui, et de le remettre en lumière au goût du jour et de réfléchir à d'autres manières de l'appréhender. Ça, c'est avantage. C'est très bien. Je vais, dans les minutes qui nous restent, on a déjà bien avancé. Je fais une petite digression sur toi, Charlotte. Entre autres, tu es LinkedIn Top Voice. C'est le Graal, de l'influenceur LinkedIn. Derrière la question que ça impose, c'est ça nécessite une certaine rigueur, fréquence de posts. Comment tu trouves tes idées, ta créativité et quelle recette tu t'en as retiré de ces dernières années? Ouais, j'ai commencé. En fait, je regardais. Je crois que ça fait à peu près 1 an et demi que tu postes régulièrement. Vraiment, voilà, oui, très régulière, etc. Alors, ne me posez pas la question. Je n'ai aucune idée de comment on obtient ce badge Top Voice. J'ai eu un mail un jour qui est arrivé dans ma boîte de la part de LinkedIn en me disant que j'avais le badge, mais honnêtement, je sais pas. Et après, on sait qu'il faut être régulier, etc. Construire sa communauté, ça prend du temps, mais sur des sujets qui sont assez niches, je pense que ça marche bien parce que du coup, on va construire un peu cette communauté qui est finalement assez forte et qui a envie de dire des choses parce que c'est des sujets très précis où il n'y a pas énormément de contenu, en tout cas, je dirais en France déjà. Après, à l'international, oui, il y a plein de choses. Mais du coup, il y a des vraies opportunités à prendre et tout le monde, je pense, peut proposer quelque chose d'intéressant sur ces sujets sur LinkedIn. Et après, moi, je m'astreins à faire 2-3 posts par semaine. Et où est-ce que je trouve mes idées? Partout, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais, je passe pas mal de temps dans mes journées à faire des interviews avec des équipes business sur leurs besoins data, sur ce qu'ils font au quotidien. En fait, ça me donne des idées tout le temps parce que je reçois souvent des questions. Et je me dis, c'est une super question. Si c'est une super question, il n'y a pas que lui qui se l'est posé, donc je vais faire un post avec. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pas de trou, en fait, de moments où je me dis je sais pas quoi poster, c'est très rare. Et après il y a plein aussi dès que je fais ma veille, je trouve des articles, franchement tu vas sur Medium, tu vas sur Reddit,
il y a des gens qui ont des conversations mais tellement intéressantes sur qui se posent des questions. Il y a des forums et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des sources intéressantes pour derrière faire des posts. Et puis juste sinon le quotidien, ça suffit, je trouve, largement. Et puis à côté, je trouve quand t'es dans le domaine, t'as l'impression qu'il y a déjà tellement de gens qui ont pris la place et qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais en fait, ça reste un sujet niche et quand tu prends du recul, le public cible est tellement plus large et on s'empêche presque de le faire parce qu'il y a déjà un ou deux influenceurs sur le sujet. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut pas s'empêcher parce qu'en fait, chaque contexte est tellement différent. Ouais. Tu vois, si tu prends la data gouvernance, moi, je suis plusieurs personnes qui parlent de data gouvernance, comme Tian Kai avec ses vidéos et ses chansons de data gouvernance. Entre autres, il fait pas que ça, mais il y a ça. Il y a Pierre-Charles Hygras qui pose des choses. Et je trouve qu'on a chacun, justement, un angle différent, des expériences différentes. Les entreprises dans lesquels on est ne sont pas les mêmes ou les clients pour qui on travaille ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes maturités. Ça peut être moi j'ai beaucoup travaillé avec des grands groupes, donc du coup j'ai peut-être plus de rétexte sur ça, alors que quelqu'un qui bosse dans une start-up et qui se pose des questions sur la data gouvernance, mais il aurait d'autres trucs hyper intéressants à dire. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de poster. Clairement. Autre sujet qui te tient à cœur, tu es une des membres fondatrices du Meetup Paris Data Ladies. Tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça te tient à cœur? Donc c'est un collectif complètement bénévole. Donc on n'est pas une association à proprement parler, c'est un collectif bénévole. Et notre idée, c'est d'organiser en fait régulièrement des meet-up pour donner la parole aux femmes dans la data et dans la tech. Donc les personnes qui interviennent, qui viennent speaker au meet-up sont uniquement des femmes. Et après, on se fait accueillir, on trouve des entreprises partenaires en fait qui ont envie d'accueillir ce genre d'événements, qui ont elles aussi envie souvent de mettre en avant des femmes dans leurs équipes, parce que c'est notre objectif, et c'est toujours hyper enrichissant. Et je suis toujours choquée de voir que en fait il y a vraiment un peu un manque de confiance chez les femmes pour prendre la parole. Je rencontre des femmes qui ont fait des PhD, qui ont des super parcours et qui me disent non mais ce sujet je le maîtrise pas trop. Ah bon, je pense que tu le maîtrises vachement plus que des gens qui ont pris la parole dessus, quoi, tu vois. Donc, oui, au contraire d'hommes qui ont parfois pas grand background mais qui ont osé prendre la parole. Qui ont déjà fait des prises de parole. Donc voilà, c'est notre but. Et ça fait, je pense que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on existe. Et ouais. Ah ouais. Et sur le site Meetup, on a une communauté, il y a plus de 4000 membres. Donc c'est une belle communauté qui continue d'exister. C'est impressionnant. Fou. Et les prochains rendez-vous à venir? Et on a un meet-up fin janvier. Vous pouvez taper sur LinkedIn Meet-up Paris Data Ladies pour voir les prochains événements, pour s'inscrire. Je crois que le prochain, on le fait en partenariat avec Equimetrix. Ok. Voilà. Super. Merci pour... Et on est intéressé, donc soit pour trouver des femmes pour venir speaker, soit des entreprises qui veulent nous accueillir. Voilà. Génial. Un petit mot de la fin, Charlotte, un petit conseil que tu voudrais prodiguer, a priori sur des sujets de data où il y a gouvernance, mais si tu veux digresser. Je peux digresser, ouais. Si, je sais ce que je voulais, parce que tout à l'heure on parlait justement des ressources. Je l'ai trouvé ce matin et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé hyper bien, donc je le partage. C'est un site qui s'appelle Data Gobelin. Comme les gobelins à l'école des arts. Data Gobelin, allez voir, c'est génial. En fait, il écrit des articles un peu en mode blog, avec des illustrations un peu comme des BD, en tout cas pensées avec des petits personnages, avec un storytelling absolument génial. Voilà, je l'ai vu ce matin et j'ai trouvé ça très bien. Et il y a un article qui parle notamment de data quality qui est top. Donc voilà, c'était un petit sujet
Tu vois, voilà, ça je l'ai vu ce matin. Je me dis, il y a un post à faire sur ça et trop bien fait. Donc je vous le dis, allez voir. Une bonne ressource. On va mettre le lien en commentaire. Charlotte, un grand merci pour ton temps. Je pense qu'on a un poil dépassé. Je rappelle que en plus de ton activité, tu as écrit des choses. Déjà, tu as un e-book qui est disponible. On va pouvoir mettre le lien. Dispo, comme d'hab. Et oui, j'ai un code pour la nouvelle année. C'est le code de New Year. Oui. Si vous voulez l'utiliser pour faire un petit code promo jusqu'à fin janvier. Voilà. Super. Et tu animes une formation le 26 janvier sur cette thématique de data gouvernance. On mettra le lien aussi, mais pour continuer d'étendre ton impact à la communauté. Oui. Et puis, non, mais c'est les formations, la journée de formation aussi, je pense qu'elle est top pour networker entre personnes d'entreprises différentes, mais qui ont des problématiques similaires. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Ouais. Super. Merci Charlotte. Voilà, merci. À bientôt pour une prochaine interview pour voir si ta boule de cristal s'est réalisée. Ouais, exactement. Un grand merci. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Au revoir.